Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une correction de l'examen national concernant l'exercice 4 portant sur les fonctions, l'examen national branche sciences maths A et B qui était proposé en 2006. Cet exercice qui contient une fonction logarithme et une autre exponentielle avec une suite récurrente et une fonction définie par une intégrale. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Comme vous le voyez, il est composé en deux parties. Une première partie consiste à étudier une fonction gnx qui est égale à nx plus 2l de x, définie sur r étoile plus avec n supérieur ou égal à 3. On donne le tableau de variation de Gn en première question. Deuxième question, on montre cette inégalité. Quel que soit x appartient à r étoile plus la racine carrée de x est strictement supérieur à ln de x. Et en troisième question qui est divisée en deux, on montre dans la première que l'équation Gnx égale à 0 admet une solution unique alpha n dans r étoile plus et que ce alpha n il est compris strictement entre 1 sur n et 1 sur racine de n. Et en deuxième question, on calcule la limite de alpha n, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. En deuxième partie, comme on le voit ici, il est divisé en trois parties. La première consiste à faire une étude d'une fonction exponentielle définie sur 0 plus l'infini, qui vaut racine cubique de x exponentielle de moins x. On va étudier la dérivabilité de f à droite de 0, puis on donne une interprétation graphique. On calcule la limite de f au voisinage de plus l'infini et aussi on donne une interprétation graphique de ce résultat. On calcule f' de x sur 0 ouvert plus l'infini et on montre qu'il vaut 1 moins 3x sur 3x qui multiplie f de x. Puis on dresse le tableau de variation et en final on construit la courbe CF dans un repère orthonormé OIJ avec unité graphique 3 cm. En deuxième partie, on a un segment I, un intervalle fermé borné, de borne 1 tiers 1. On montre que f de I est inclus dans I. Et en utilisant la question petit a de la question 3 de la première partie, on montre que quel que soit x appartient à I, la valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 2 tiers. Puis on montre que l'équation f de x égale à x sur 0 plus l'infini ouvert en 0 admet une solution unique, c'est x est égal à alpha 3. C'est-à-dire on cherche les points fixes ici. Et où alpha 3, c'est une solution de l'équation g3x égale à 0 étudiée en première partie. Puis on donne une suite numérique récurrente définie par un plus 1 égale f de un avec u0 égale 1 tiers. On montre que quel que soit n dans n, un appartient à I. On montre ensuite que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha 3 inférieur ou égal à 2 tiers, qui multiplie la valeur absolue de n moins alpha 3. Et à partir de cette question, on déduit que quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha 3 inférieur ou égal à 2 tiers de tout à la puissance n plus 1. Et en final, on montre que la suite un est convergente et on détermine sa limite. Maintenant, la question 3, ou bien la partie 3 de la partie 2, consiste à étudier une fonction définie par une intégrale, grand f de x, définie sur 0 plus l'infini, grand f de x égale somme de x à 8x f de t dt. On montre que grand f est dérivable sur 0 plus l'infini, on calcule sa fonction dérivée sur 0 plus l'infini bien sûr, et on déduit les variations de f. Puis on montre que quel que soit x appartient à R+, f de x, il est compris largement entre 0 et 2, qui multiplie f de x, qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 7x. Petit b, on déduit à partir de la question petit a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et en final, on dresse le tableau de variation de f. Alors, comme vous le voyez, c'est un exercice qui est simple
Et on commence à la barakatillah. Donc, la partie 1, comme question petit 1, on donne le tableau de variation de f. Alors, petit 1, on donne le tableau de variation de f. Alors, pour cela, on a la fonction Gn est dérivable sur R étoile plus. Pourquoi? C'est une somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus, comme somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. Et, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a bien sûr G'N de x est égal, alors la dérivée de nx c'est n, et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x multiplié par 2, c'est plus 2 sur x. On voit directement que Gnx est strictement positif, G'X est strictement positif sur R étoile plus. Pourquoi? Parce que n est supérieur ou égal à 3 et x est strictement positif. Donc, Gn est strictement croissante sur R étoile plus. Premier point. Deuxième point. On calcule les limites aux bornes de R étoile plus. Limite de Gnx quand x tend vers 0 plus, c'est limite de nx plus 2 fois ln de x, bien sûr, quand x tend vers 0 plus. On voit que nx tend vers 0, et ln de x, lorsqu'il tend vers 0 plus, il tend vers moins l'infini, c'est une limite idéale, donc il est égal à moins l'infini. On met entre parenthèses une justification, limite de nx quand x tend vers 0 plus égale à 0, et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Deuxième limite de Gnx quand x tend vers plus l'infini égale limite quand x tend vers plus l'infini de nx plus 2 ln de x. Alors, nx quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, n est positif, et ln de x tend vers plus l'infini, une limite usuelle, donc il est égal à plus l'infini. On justifie ici limite de nx quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, à partir de tout ça, on peut donner maintenant le tableau de variation de Gnx. D'où le tableau de variation de Gn sur, bien sûr, R étoile plus. Alors, pour ce tableau,
Le voici. Alors, on a ici x, on a ici 0, on a ici plus l'infini, on a ici gn' de x, on a g. Alors, on a 0 n'appartient pas au domaine. La dérivée elle est toujours positive et notre fonction elle est strictement croissante. Pardon. Je m'excuse. Je prends une forme. Voilà. Elle est strictement croissante. Elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. Voilà le tableau de variation. Et ainsi, on a bien répondu à la première question. La deuxième question, on montrons que quel que soit x appartenant à R étoile plus, racine carrée de x est strictement supérieure à ln de x. Alors pour cela, on va utiliser une fonction auxiliaire. On considère la fonction, on la nomme phi, définie sur R étoile plus par phi de x égale racine carrée de x moins ln de x. Phi est dérivable sur R étoile plus, comme différence de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. Et quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi prime de x égale la dérivée de 1 sur racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. C'est 1 sur x. Alors, on va réduire au dénominateur. On remarque ici qu'il y a une racine. On va se débarrasser de cette racine en multipliant les deux numérateurs et dénominateurs par racine carrée de x. On obtient racine carrée de x moins 1 sur 2x et on réduit au dénominateur. On obtient racine carrée de x moins 2 sur 2x. Sur R étoile plus, le signe de phi prime de x est celui de racine carrée de x moins 2. Et puisqu'il s'agit ici un racine carrée x, il suffit de remarquer qu'en multipliant la racine carrée de x par son conjugué qui est positif, donc son signe reste le même, c'est-à-dire le signe de x moins 4. D'où le tableau de variation. D'où le tableau de variation. Alors ici, on ne sont pas obligés de calculer les limites, comme vous allez voir. Alors le tableau de variation, de la même façon, voilà. Pas encore.
À chaque fois, je dois sélectionner le filtrer. Alors, notre fonction n'est pas définie en 0, tout entier. Alors, on a x, phi prime, phi, 0, plus l'infini. On a ici 4, elle s'annule au point 4. Donc, à gauche de 4, elle est le signe contraire de A. Donc, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, elle est strictement décroissante. Pardon. Elle est strictement décroissante. Puis, elle est strictement croissante. Alors, bien sûr, elle décroît jusqu'à phi de 4. Pardon. Phi de 4. Alors, on a phi de 4 qui est égal à, après calcul, pardon, excusez-moi, je l'ai ici, c'est 2 qui multiplie 1 moins ln de 2. Alors, cette quantité, elle est strictement positive. Pourquoi? En effet, n, 2, pardon, je m'excuse, 2, elle est inférieure strictement à e, donc, ln de 2, elle est inférieure à 1, puisque ln est une fonction qui est strictement croissante sur son domaine de définition. Et par suite, 1 moins ln de 2, elle est strictement positive, multiplié par 2, strictement positive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, phi de 4, c'est une valeur minimale de phi. Alors, on a phi de 4 est une valeur minimale de phi sur R étoile plus. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus, phi de x, elle est supérieure ou égale à phi de 4, et phi de 4, elle est strictement positive, Ça veut dire, la racine carrée de x moins ln de x est strictement positive, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on déduit que la racine carrée de x est strictement supérieure à ln de x, et voilà ce qu'il nous demande. Maintenant, on va montrer, c'est la question 3 petit a. Alors, la question 3 petit a, montrons que l'équation Gnx égale à 0 admet une solution unique, alpha n qui appartient à R étoile plus, et que, bien sûr, alpha n, il est compris entre 1 sur n et 1 sur racine carrée de n. Donc, pour cela, on va utiliser la continuité et la monotonie de Gn sur son domaine de définition. Alors, on a Gn, est continu et strictement croissante sur R étoile plus. Alors, pourquoi elle est continue? C'est simple, parce qu'elle est dérivable. On a déjà calculé sa fonction dérivée sur R étoile plus, elle est dérivable, donc elle est
continue. Elle est strictement croissante. Donc, c'est une bijection. Donc, c'est une bijection de R étoile plus vers Gn de R étoile plus. Alors, pour calculer Gn, ou bien on utilise le fait que les contenus est strictement croissante et on passe directement au calcul des bornes comme des limites en respectant l'ordre, ou bien d'après la table de variation qu'on trouve qu'il est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire qu'il y a R. Alors donc, puisque une bijection de R étoile plus vers R, moins l'infini plus l'infini, et comme 0 appartient à R, alors elle admet un antécédent unique. Donc 0 admet un antécédent unique. On le nomme alpha n, qui appartient à R étoile plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un antécédent unique? C'est-à-dire, il existe un unique alpha n qui appartient à R étoile plus, tel que Gn x, Gn de alpha n égale à 0. C'est-à-dire que l'équation, ou encore, l'équation Gn x égale à 0 admet une solution unique alpha n dans R étoile plus. Maintenant, on donne un encadrement de alpha n. Bien sûr, ils nous ont demandé de montrer que alpha n est compris strictement entre 1 sur n et 1 sur racine carrée de n. Alors, on a Gn de 1 sur n qui est égal à 1 moins 2 ln de n. Alors, les calculs, je les fais déjà. 1 moins 2 ln de n. Et cette quantité, elle est strictement négative. Pourquoi? Parce que, pour la simple raison, on a n supérieur ou égal à 3, donc n au carré supérieur ou égal à 9, et 9 est strictement supérieur à a, le nombre de nœuds pairs. Et en faisant entrer le logarithme népérien, on obtient 2 ln de 2 strictement supérieur à 1, ça veut dire que cette quantité, elle est strictement négative. Ensuite, Gn de 1 sur racine carrée de n, après calcul, on a trouvé que c'est racine de n moins ln de n. Et cette quantité, elle est strictement positive. Pourquoi? On a déjà vu d'après la question 2. Question 2. Elle est strictement positive, puisque la question 2, on a montré que la racine de n est strictement supérieure à ln de n, quel que soit x ou bien n appartenant à R étoile plus, et cela est valable pour n qui est n, un entier au naturel strictement positif supérieur ou égal à 3 même. Donc, en tenant compte de ce qui précède, ça veut dire alpha n existe en solution de ce qui précède, et d'après le théorème des accroissements finis, pardon, je m'excuse, le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que alpha n, il est compris entre 1 sur n et 1 sur racine carrée de n.
Maintenant, pour la dernière question de cette première partie, on va calculer la limite petit v. Calculons limite de alpha n. Bien sûr, quand n tend vers plus l'infini. Alors, on va utiliser cette inégalité. On a, quel que soit n appartenant à n avec n supérieur ou égal à 3, alpha n, elle est compris entre 1 sur n et 1 sur racine carrée de n. Et comme limite de 1 sur n, qui est égale aussi à limite de 1 sur racine de n, ce sont des suites usuelles, plus l'infini, est égal à 0. Alors, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de alpha n plus l'infini égale 0. Voilà donc la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie. Et voici l'énoncé de la deuxième partie. Alors, je vous laisse un petit peu de voir ce qu'il nous demande pour le traitement de cette fonction. Bien sûr, on a 4 questions. La dérivabilité de f à droite de 0, la limite au voisinage de plus infini, calcul de f de x, le tableau de variation, puis la construction de la courbe. Alors, c'est la deuxième partie. Partie 2. Et cette deuxième partie, elle est elle aussi divisée en parties. La première, alors, premièrement, étudions la dérivabilité, pardon, excuse, la dérivabilité de f à droite de 0 et donnons une interprétation graphique ou bien géométrique. Alors, avant de calculer cette limite, la limite de taux de variation, j'aimerais bien donner tout d'abord l'expression simplifiée. Quel que soit x, on a, quel que soit x étant positif, f de x moins f de 0 sur x moins 0, elle est égale à la racine cubique de x exponentielle de moins x sur x. On a ici f de 0 égale 0 bien sûr. Alors, d'après le calcul, il reste toujours ici, lorsque x tend vers 0 à droite, on ne peut pas conclure, il y a toujours une forme indéterminée. Donc, qui nous pose le problème, c'est x. On doit se débarrasser de ce x. Et pour se débarrasser de x, il faut faire apparaître x au numérateur. Pour faire apparaître x au numérateur, il suffit de multiplier par la racine cubique de x carré. Donc, on obtient x exponentielle de moins x sur x racine cubique de x carré qui est égal à exponentielle de moins x sur racine cubique de x au carré. Maintenant, on peut calculer la limite sans problème. On a, alors comme limite l'exponentielle de moins x quand x tend vers 0 plus est égal à l'exponentielle de 0 est égal à 1 et limite de 1 sur racine cubique
de x carré quand x tend vers 0 plus est égal plus l'infini. Pourquoi? Parce que limite de la racine cubique de x carré quand x tend vers 0 plus égale 1, 0 plus, bien sûr. Alors, limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus, on trouve qu'il est égal à la limite, bien sûr, de e de moins x, la racine cubique de x carré quand x tend vers 0 plus, qui est égal à plus l'infini. D'où f n'est pas dérivable, à droite de 0. Et alors, CF admet, dans ce cas bien sûr, une demi-tangente, une demi-tangente verticale à droite du point 0 f de 0, ou bien tout simplement on dit à droite du point d'abscisse 0, qui est dirigé, bien sûr, vers le haut. Un rappel, puisque la limite ici à droite de 0, et nous a donné plus l'infini. Donc, il n'est pas dérivable, et par suite on passe à la deuxième question, c'est le calcul de la limite au voisinage de plus l'infini. Petit 2, calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et donnant une interprétation graphique, bien sûr, de résultat, et donnant une interprétation graphique. Alors, on a, quel que soit x dictant positif, je vais transformer l'écriture tout d'abord, puisqu'il y a une forme indéterminée, f de x, qui est égal à racine cubique de x qui multiplie exponentielle de moins x. Pourquoi il y a une forme indéterminée? Ici, l'exponentielle de moins x va tendre vers 0, c'est là vers plus l'infini. Alors, on va multiplier par racine cubique de x au carré, et en divisant par x. Donc, directement, je peux mettre ces moins x, exponentielle, de moins x, sur racine cubique de x au carré. Je multiplie par racine cubique de x ici pour trouver x. On a divisé par racine cubique de x carré. Et on a multiplié par moins, et on a fait entrer moins 1 ici. Comme limite de moins x, exponentielle de moins x, quand x tend vers 0 plus, est égal, c'est une limite usuelle après changement de variable, limite de t, exponentielle de t, alors on pose t ici est égal à moins x. Si x tend vers, je m'excuse, c'est pas 0 plus, c'est plus l'infini, je m'excuse, plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, donc t tend vers moins l'infini, alors on trouve ici, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Et, limite de 1 sur racine cubique de x carré quand x tend vers plus l'infini, qui est égal aussi à 0, car limite de la racine cubique de x carré quand x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. Donc, on trouve 0 fois 0, d'où limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Dans ce cas, on dit donc
que c'est f, la courbe de f, admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, on va passer à la troisième question, un calcul f' de x, et on montre que f' de x, petit 3, petit a, montrons que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale 1 moins 3x sur 3x qui multiplie f de x. Alors, soit x strictement positif, f' de x, comme c'est le produit de fonction, on utilise l'opération de la dérivée du produit de fonction. Donc la dérivée de racine cubique de x, c'est 1 sur 3 qui multiplie la racine cubique de x carré, qui multiplie exponentielle de moins x. Et la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, en les multipliant par racine cubique de x, exponentielle de moins x. Alors, qui est égal, on va multiplier ici par racine cubique de x, on trouve, c'est la racine cubique de x sur 3x exponentielle de moins x, moins exponentielle, moins racine cubique de x qui multiplie exponentielle de moins x. Et puis, on factorise par racine cubique de x exponentielle de moins x qui est égal à 1 sur 3x moins 1 qui est égal à 1 moins 3x sur 3x qui multiplie bien sûr cette quantité, c'est f de x est égal f de x. Donc, quel que soit x strictement positif, ou bien appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, 0 bien sûr ouvert, est égal à 1 moins 3x sur 3x qui multiplie f de x. À partir de là, on peut donner le tableau de variation de notre fonction f. Petit b, tableau de variation de f. Alors, avant de donner le tableau de variation, on détermine le signe de f'. On remarque, d'après bien sûr l'expression dans le f', que le signe de f' de x est celui de 1 moins 3x sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que f de x, tout simplement, elle est strictement positive. C'est le produit des expressions qui sont strictement positives sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et x strictement positif, donc il reste 1 moins 3x. Et par suite, on peut donner d'où le tableau de variation de f. Alors ici, comme remarque, la consigne consiste à donner directement le tableau de variation, et ce n'est pas la peine, bien sûr, de passer par l'étude de la monotonie et les croissantes et les décroissantes strictement, le machin, etc. Donc, on donne directement le tableau de variation. Alors, le tableau de variation de f, c'est le suivant. Alors, de la même manière, on essaye, pardon, on va prendre une forme, là.
Alors, on a x, on a p'M, on a f. Donc, la dérivée s'annule en un tiers. Entre 0 et plus l'infini. Alors, à gauche de 1 tiers, c'est le signe contraire de moins 3, donc il sera positif. Ici, il sera négatif. D'où il est strictement croissant ici. Hop là, là. Elle est strictement croissante jusqu'à f de 1 tiers. Et puis, je m'excuse, j'essaie de mon mieux de garder des formes géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il n'est pas dérivable à droite de 0. Et ici, on écrit plus l'infini, c'est la limite du rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. On remarque bien qu'il y a une certaine comparativité plus l'infini. Ici, c'est f de 1 tiers qui est déjà donné, c'est à peu près 0,5. Ici, c'est 0. Et l'image de 0, bien sûr, 0, admet une image, c'est 0. Donc voilà notre fonction. On remarque bien sûr, lorsqu'on va tracer la courbe, il se situe dans le demi-plan supérieur. De 0, il croît de 0 jusqu'à f de 1 tiers, 0,5 et 0. Donc c'est pour cela qu'ils nous ont donné des unités graphiques un petit peu grands, 3 cm, pour avoir une graphe bien claire. Maintenant, on passe la question 4. Courbe représentative. Courbe représentative de f. La construction de la courbe représentative de f dans un repère, bien sûr, orthonormé OIJ. Alors, pour cela, je vais ici, même chose, prendre des graphes. Donc, notre partie intéressante, c'est la plus grande, c'est et voilà. Alors, l'unité graphique, l'unité graphique c'est 3 cm. Alors, on va prendre pour nous ici, prendre 6 pour avoir plus clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1. Donc c'est O, c'est I, et c'est J, le vecteur J. On a besoin de 1 tiers. Donc 1 tiers, donc ici c'est 6. Donc 1 tiers, il sera là. 1 tiers. Et l'image de 1 tiers, c'est à peu près 0,5. Donc c'est 1, c'est à peu près ici, c'est 1,5. Donc on va avoir ici un point. Et il y a une tangente horizontale ici. Il y a une tangente horizontale. Et il y a ici une tangente verticale. À droite de 0. Donc notre courbe, elle croît jusqu'ici, puis elle descend jusqu'à l'infini. Alors, je vais commencer à dessiner cette partie. Voilà. Et je m'excuse pour ce zigzag. Etc. Puis, ici, il va passer tangente, comme ça. Et voilà, c'est refait. Voilà, notre fonction, c'est f. Il y a ici une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Et voilà notre table. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet exercice. C'est bon? Ok, deuxième partie.
Deuxième partie, la question petit 1 A, montrons que f de i est inclus dans. Alors, pour montrer que f de i est inclus dans i, il faut bien sûr utiliser la continuité de f pour calculer l'image de i par f. On a f, et alors voyons voir ici entre 1 tiers et 1, voilà 1 bien sûr. Alors entre 1 tiers et 1, qu'est-ce qu'on remarque? Que la fonction elle est strictement décroissante, on va utiliser ça. Alors on a f est continu, on a f est continu et strictement décroissante sur i, donc f de i qui est égal à f de 1 tiers 1, elle est égale à f de 1, f de 1 tiers. Elle reste à calculer, et comme f de 1 qui est égal, après calcul, c'est 1 sur e, et qu'est-ce qu'on remarque pour 1 sur e? Elle est strictement supérieure à 1 tiers. Pourquoi? Car e inférieur à 3, et c'est à peu près 2,7. Ensuite, f de 1 tiers, c'est déjà donné, c'est 0,5, donc il est inférieur strictement à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que f de 1, alors, f de 1 tiers, il sera inclus dans 1 tiers 1. Donc, f de i est inclus dans, et voilà. On passe maintenant la question petit b, petit b, montrons que, quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de f' de x, elle est inférieure ou égale à 2 tiers. Alors pour cela, ils nous ont donné une indication, on va utiliser l'expression de f' de x. On a, quel que soit x appartenant à 0 ouvert plus l'infini, et comme i est inclus dans 0 ouvert plus l'infini, quel que soit x appartient à i, f' de x, en valeur absolue, elle est égale à la valeur absolue de 1 moins 3x sur 3x, qui multiplie la valeur absolue de f de x, d'après bien sûr la question 3. Question 3A de la partie 1. Maintenant, on va essayer d'encadrer ces deux quantités. Alors, on sait que, quel que soit x appartenant à i, f de x appartient à i. D'après cette question, f de x appartient à i. C'est-à-dire, f de x est compris entre 1 tiers et 1. D'où on peut passer la valeur absolue, d'où la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à 1. Même si vous voulez, elle est strictement. Alors, pour l'autre, et on a 1 moins 3x sur 3x. Si on veut encadrer
une telle expression, là où il y a x en numérateur et dénominateur, il faut bien l'écrire sous une autre forme qui est égale, c'est 1 moins 3x, c'est sur 3x. Donc c'est 1 sur 3x moins 1. C'est 1 sur 3x moins 1. Donc, on a x appartient à i. Et puisque x, il est compris entre 1 tiers et 1, et puisque x est compris entre 1 tiers et 1, alors, on va multiplier par 3. Qu'est-ce qu'on trouve? 3x compris entre 1 et 3. Et par suite, 1 tiers x. Alors, c'est 1 et 1 tiers. Et en tranchant 1, d'où 1 sur 3x moins 1, il est compris entre 0 et moins 2 tiers. Et lorsqu'on passe à la valeur absolue, donc, la valeur absolue de 1 sur 3x moins 1, il sera inférieur ou égal à 2 tiers. Et 1 sur 3x moins 1, c'est 1 moins 3x qui est ici. On conclut donc que, quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de f' de x, alors d'après ce produit, et la valeur absolue de f de x inférieure à 1, et la valeur absolue de 1 3x moins 1 inférieure à 2 tiers, on multiplie membre à membre, on trouve qu'il est égal, elle est inférieure ou égale à 2 tiers. Maintenant, la question petit c. Petit c, c'est montrant que f de x égale à x et x étant positif, elle est équivalente à x égale alpha 3. Donc, on va procéder par équivalence successive. Alors, on a f de x égale à x et x étant positif, c'est équivalent en remplaçant f de x par son expression, racine cubique de x exponentielle de moins x est égal à x et x strictement positif. C'est équivalent à racine cubique de x égale x qui multiplie exponentielle de x et x strictement positif. Pardon, ici c'est racine cubique de x. C'est équivalent, en faisant entrer le logarithme nepérien, on obtient 1 tiers ln de x est strictement positif, égale ln de ce produit, c'est la somme des deux logarithmes népériens, ln de x plus ln de e de x qui est égal à x. Et, bien sûr, x strictement positif. On a équivalence. Alors, c'est-à-dire, en faisant passer 1 tiers ln de x ici, on obtient 3 ln de x. C'est ça. Et 3 ln de x moins ln de x, c'est 2 ln de x, pardon, c'est 2 ln de x, plus 3x égale à 0, et x strictement positif. Or, d'après la partie 1, on remarque que cette expression, c'est G3 de x. G3 de x égale à 0, et x strictement positif. Et on a vu que cette équation a donné une solution unique, c'est alpha 3. Donc, f de x égale à x, et x strictement positif, c'est équivalent à x est égal alpha 3. Alors, on passe à la question
numéro 2, qui consiste à étudier la suite récurrente. Alors, 2a, montrons que quel que soit n dans n, un appartient à. Alors, pour cela, on va procéder par récurrence. Utilisons la preuve par récurrence. Alors, pour cela, on a 3 étapes. Initialisation, pour n égale à 0, on a U0 qui est égal à 1 tiers d'après la définition de la suite. Donc, U0 appartient bien à I. L'hérédité, supposons que UN appartient à I pour un certain rang N. Et montrons que UN plus 1 appartient à. Alors pour cela, on va utiliser notre hypothèse de récurrence. On a UN appartient à I. Donc, d'après la question, si vous voulez, d'après la question, je le rappelle, de la partie grand 2, 1, petit a, on déduit que f de n qui est égal à un plus 1 appartient à. Il ne reste maintenant que d'énoncer la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, et n appartient à. Et voilà, on a bien répondu à la question petit b. Petit b, il nous demande de montrons que quel que soit n dans n, la valeur absolue de un plus 1 moins alpha 3 inférieur ou égal à 2 sur 3, la valeur absolue de n moins alpha 3. Alors pour cela, on a, alors pour répondre à ce genre de questions, on va utiliser l'inégalité des accroissements finis, bien sûr. On a, d'après la question, la partie 1, 3a, U3, pardon, c'est pas U3, je m'excuse, alpha 3, il est compris entre 1 tiers et 1. Donc, il appartient à I. Donc, U3, c'est un élément de I.
Et comme, d'après la question précédente, UN appartient à I, alors c'est des éléments ça, dans I. On considère un intervalle J, fermé de bornes UN et alpha 3. Bien sûr que cet intervalle J, il sera inclus dans I. Et on sait que f est dérivable sur I. Et puisque f est dérivable sur J, qui est inclus dans I, alors, quel que soit X appartenant à J qui est aussi inclus dans I, on a déjà vu que f' de X en valeur absolue inférieure ou égale à 2 tiers. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, l'inégalité des accroissements finis, on a f de UN moins f de alpha 3, il est inférieur ou égal à 2 tiers UN moins alpha 3. C'est-à-dire, quel que soit n dans n, f de un c'est un plus 1, et f de alpha 3 c'est alpha 3, il est inférieur ou égal à 2 tiers un moins alpha 3. Donc si vous voulez, ici un plus 1 comme un rappel tout simplement, égale f de un, et f de alpha 3 est égal alpha 3. Alors, la question c'est maintenant, en déduisant que, quel que soit n dans n, la valeur absolue de un moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n plus 1. Plutôt à la puissance n plus 1. De la même manière, on va utiliser ici, utilisons une démonstration par récurrence. Alors, il faut vérifier les 3 étapes. La première, initialisation. Pour n égale à 0, on a, bien sûr, la valeur absolue de U0 moins alpha 3, elle est égale à la valeur absolue de 1 tiers moins alpha 3. Et comme on a déjà vu que alpha 3 compris entre 1 tiers et 1 sur racine carrée de 3, qui est aussi 1 sur racine de 3 inférieur à 1. Alors, en calculant 1 tiers moins alpha 3, on trouve que alpha 3 moins 1 tiers, elle est inférieure strictement à 2 tiers. Donc, la valeur absolue de alpha 3 moins 1 tiers
qui est aussi égal à la valeur absolue de 1 tiers moins alpha 3 est inférieur à 2 tiers. Donc, la valeur absolue de I0 moins alpha 3, elle est inférieure à 2 tiers à la puissance 0 plus 1. Ça veut dire que notre propriété, elle est vraie pour n égale à 0. Supposons que la valeur absolue de un moins alpha 3 inférieure à 2 tiers à la puissance n plus 1 pour un certain rang, n. Et montrons que la valeur absolue de un plus 1 moins alpha 3 inférieur, ici c'est inférieur égal à 2 tiers à la puissance n plus 2. On sait que la valeur absolue de n plus 1 moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers la valeur absolue de n moins alpha 3 d'après la question précédente. Et comme la valeur absolue de n moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence, alors la valeur absolue de n plus 1 moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers qui multiplie 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, la valeur absolue de n plus 1 moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n plus 2. Donc, la proposition elle est vraie pour un rang n plus 1. Maintenant, on donne la conclusion. D'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n dans n, la valeur absolue de un moins alpha 3, elle est inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n plus 1. La dernière question dans cette partie, petit c, petit d, montrons que un est convergente et calculons limite de un. On a, quel que soit n dans n, la valeur absolue de n moins alpha 3 inférieure ou égale à 2 tiers à la puissance n plus 1. Et 2 tiers à la puissance n plus 1, c'est une suite géométrique. Et puisque limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 plus l'infini égale à 0, car 2 tiers il est compris entre moins 1 et 1, c'est une géométrique convergente, alors d'après les critères de convergence des suites, on déduit que un est convergente et que sa limite est égale à alpha 3. Voilà la partie 2. Maintenant, on attaque la partie 3. Alors, la partie 3, la question 1a,
montrant que notre fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on a, pour ce genre de questions, je vais réserver une séance, ou bien je vais enregistrer une vidéo spécialement pour le traitement des fonctions qui sont définies par une intégrale. On a f est continu, on a f est continu sur 0 plus l'infini, donc elle admet, bien sûr, donc elle admet une fonction primitive, une fonction primitive qu'on va noter psi. Même elle admet une unique fonction primitive qui s'annule en un point quelconque qui appartient à 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on peut écrire grand F de x sous la forme psi de 8x moins psi de x. Et comme la fonction x fait correspondre 8x est dérivable, je m'excuse, est dérivable sur 0 plus l'infini et prend ses valeurs sur 0 plus l'infini et psi est dérivable, c'est une fonction primitive, et psi est dérivable sur 0 plus l'infini, alors la fonction qui est x fait correspondre psi de 8x est dérivable aussi par composition, est dérivable sur 0 plus l'infini par composition. Composition. Et par suite, le psi de x est dérivable, et par suite, notre fonction f, est dérivable sur 0 plus l'infini comme différence de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Maintenant, on calcule sa fonction dérivée. Petit b, calculons f' de x sur 0 plus l'infini et donnant les variations de f, c'est-à-dire le sens de variation, ou bien la monotonie. Alors, on a, puisqu'elle est dérivable, la fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f' de x, elle est égale à 8 psi' de 8x, c'est la dérivée de le composé de psi de 8 de x, moins psi' de x. Or, psi', c'est f, donc 8 f de 8x moins f de x, qui est égal à 8 racine cubique de 8x
exponentielle de moins 8x moins racine cubique de x exponentielle de moins x, qui est égal à la racine cubique de 8x, c'est racine cubique de 8 qui multiplie racine cubique de x, c'est-à-dire 2, alors c'est 16 racine cubique de x exponentielle de moins 8x moins racine cubique de x exponentielle de moins x. Et en factorisant par racine cubique de x exponentielle de moins 8x, on obtient qui est égal, c'est racine cubique de x exponentielle de moins x qui multiplie 16 moins exponentielle de 7x. Et voilà, c'est notre expression de la fonction dérivée de grand F. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand F' de x égale racine cubique de x exponentielle de moins 8x qui multiplie 16 moins exponentielle de 7x. Il reste maintenant à donner le signe de f' de x pour en déduire le sens de variation. Alors, on a le signe de f' de x sur 0 plus l'infini et celui de 16 moins exponentielle de 7x, puisque exponentielle de moins x il est positif, ainsi que la racine cubique de x. Et alors 16 exponentielle moins exponentielle de 7x égale à 0, c'est équivalent à exponentielle de 7x égale à 16. C'est équivalent en passant par logarithme, on obtient 7x égale c'est 2 à la puissance 4, donc est égal à 4 ln de 2. Ça veut dire que notre fonction f' de x s'annule au point x égale 4 sur 7 ln de 2. Et par suite, il reste à trouver dans quel intervalle elle est strictement positive, bien sûr, contenant l'intervalle qui est inclus dans 0 plus infini, et sur lequel elle est strictement positive. Alors, 16 moins exponentielle de 7x, elle est strictement positive, c'est équivalent à 16 est strictement supérieur à 7x, exponentielle de 7x. Donc, c'est 4 ln de 2 qui est strictement supérieur à 7x. Et x, il est strictement, bien sûr supérieur ou égal à 0. Donc, x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à, inférieur strictement, 4 sur 7 ln de 2. Et par suite, par contraire, par complémentaire, on déduit que 16 moins exponentielle de 7x, inférieur strictement négatif, est l'équivalent à x est strictement supérieur à 4 sur 7 ln de 2. Donc, f est strictement croissante et strictement croissante sur, alors 4 sur 7 on peut le prendre ouvert ou fermé, pardon, elle est strictement croissante sur 0, 4 sur 7 ln de 2. Alors on peut prendre, comme je viens de le dire, fermé ou ouvert, puisqu'il s'annule en un seul point, la dérivée s'annule en ce point. Et strictement décroissante sur 4 sur 7 ln de 2 plus l'infini. En plus, la fonction est dérivable, donc elle est continue. Et voilà les variations de f. La question B, pardon, 2A,
montrant que quel que soit x appartenant à R+, on a grand f de x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2 fois f de x qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 7x. Alors pour cela, soit un x qui appartient à 0 plus l'infini, qui est R+. On a 0, on a pour un t qui appartient à x 8x, on a 0 et le supérieur est égal à racine cubique de x, qui est inférieur égal à la racine cubique de t, qui est inférieur égal à la racine cubique de 8x. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, la racine cubique est strictement croissante sur R étoile plus, même sur R plus, 100 mètres étoile sur R plus. Et par suite. Donc, en multipliant par exponentielle de moins t, on obtient 0 inférieur égal racine cubique de t, exponentielle de moins t, inférieur égal racine cubique de 8x, exponentielle de moins t. Exponentielle de moins t, il est positif. Exponentielle de moins t, il est strictement positif. Et comme la fonction exponentielle de moins t est exponentielle, et puisque racine cubique, et puisque les fonctions, je m'excuse, les fonctions qui à t fait correspondre racine cubique de t en moins t, et t fait correspondre exponentielle de moins t, sont continues sur 0 plus l'infini, alors sur n'importe quel intervalle de borne deux éléments qui appartiennent à 0 plus l'infini, on peut intégrer ces fonctions et en conservant l'ordre de croissance. Alors, somme de x, 8x, racine cubique de t, exponentielle de moins t, de t, elle est supérieure ou égale à 0, elle est inférieure ou égale, racine cubique, somme de x, 8x, racine cubique de 8x, exponentielle de moins t, dt. C'est-à-dire, alors, ici, racine cubique de 8x, c'est une constante par rapport à t, alors 0, inférieur égal, et celle-là c'est grand F de x, ici c'est inférieur à racine cubique de 8x, somme, une primitive de moins t, c'est moins t, c'est moins 1 moins t, et notre borne x, 8x. Ou encore, 0, grand F de x, inférieur égal, racine cubique de 8, c'est 2, racine cubique de x. Ici, après calcul, on trouve c'est moins exponentielle de moins 8x plus exponentielle de moins x. Donc, en simplifiant, en factorisant par f de x, on obtient par e de moins x, 2 racine cubique de x exponentielle de moins x, on trouve qu'il est égal, ici 1, moins exponentielle de moins 7x. Et voilà, d'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, grand f de x, complet entre 0 et 2, f de x, qui multiplie 1 moins exponentielle de moins 7x.
Il reste la dernière question, c'est la détermination de la limite petit c. Alors ici, pardon, c'est petit là, petit a. On a montré que on peut voir, on déduire limite de x, pardon. Petit b, c'est pas petit c, petit b. Déduisons limite de f de x quand x tend vers, bien sûr, plus l'infini. Alors, d'après la question précédente, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé qu'il est égal à 0, et limite de 1 moins exponentielle de moins 7x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Pourquoi? Parce que limite de exponentielle de moins 7x quand x tend vers plus l'infini, ils vont nous donner 0. Donc, d'après les propriétés des limites et ordre, on déduit que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et il reste la dernière question, c'est le tableau de variation. Il reste la dernière question, c'est tableau de variation, tableau de variation de grand F. Alors, c'est un résumé de tout ce qui précède. D'après ce qui précède, on déduit le tableau de variation de grand F, bien sûr, sur 0 plus l'infini. Alors, de la même manière, prenons les formes pour dessiner. Là. Attendez. Hop. Chaque fois, je dois sélectionner la ligne. Alors, voilà notre x. Voilà notre f', f, 0 plus l'infini. Il s'annule en 4 sur 7 ln de 2, la dérivée. Et elle est strictement positive ici, strictement négative là. Et par suite, elle est ici strictement croissante. Et puis, elle est strictement, pardon, je m'excuse, encore une fois. Elle est strictement décroissante ici. Et on a, comme limite plus infinie qu'on vient de le voir tout à l'heure, c'est 0, je m'excuse, c'est 0. Et ici, c'est 0. Et on a ici, c'est f de 4 sur 7 ln de 2. Et voilà, la correction est bien terminée. Vous allez trouver le fichier PDF concernant l'énoncé de l'exercice en attache avec cette vidéo. J'espère que vous allez bien agir et réagir avec cette proposition, et j'attends toujours de vos remarques, de vos suggestions.